Moi, je suis Olga Savran, je suis ukrainienne de presque 8 ans. J'habite en France depuis presque 30 ans et je suis mariée avec Denise. Je travaille à l'OCDE, mais tout ce que je veux dire, c'est bien sûr des opinions et des idées à moi, et ce n'est pas associé à l'OCDE. Bonjour Jean-Luc, moi je m'appelle Denise, ça ressemble à Denis, mais c'est un prénom turc. Je suis marié à Olga, c'est ma principale qualification pour participer dans cette interview. Donc je suis de nationalité turque au début, mais j'habite en France depuis plus de 30 ans, économiste de formation. J'ai travaillé dans un organisme international. Maintenant, je suis à peu près en pré-retraite. Alors l'idée, c'est qu'on voulait faire un peu le point sur la situation en Ukraine, mais partant peut-être des questions économiques, du contexte qu'on n'a pas, nous, quand on écoute l'actualité. Et moi, je voulais parler un peu, on avait parlé de ça avec Olga d'abord, voilà, l'économie, on parle beaucoup de ce pays qui serait corrompu, on parle des oligarques. J'aimerais qu'il nous fasse un peu un panorama de ce qu'est la réalité économique de ce pays jusqu'à présent et comment c'était avant la guerre. On parlera d'après. Après la guerre. D'abord, je ne suis pas un économiste, mais je vais vous présenter la situation comme moi je le comprends, comme je le connais. On a parlé des oligarques et de leur contrôle sur le pays. Et d'abord, il faut comprendre qui sont ces oligarques à l'ukrainien. Parce qu'il y a des oligarques un peu partout, dans beaucoup de pays du monde. C'est les gens riches et importants avec des influences sur la vie politique et économique de leur pays. C'est la même chose chez nous en Ukraine, sauf que ils sont tout nouveaux pour nous. Ils sont apparus il y a quelques 25-30 années, après la dissolution de l'Union soviétique. Et l'origine de son richesse sont douteux, parce que ça commençait avec qu'est-ce qu'on appelle, on appelle ça la privatisation. Donc à la fin de l'Union soviétique, tous les biens de notre pays, d'Ukraine, ont été évalués. Personne ne sait comment c'était fait, donc ils ont été évalués et partagés dans le petit coupon de petits bouts de papier qui ont été distribués à tout le monde. Par exemple, moi aussi, j'ai quelques petits papiers comme ça chez moi. J'ai aucune idée de ce qui est devenu avec ces papiers. Et à l'époque, les citoyens, les gens en Ukraine ne connaissent pas beaucoup qu'est-ce qu'on fait avec ces papiers. Il n'y avait pas de bourse, il n'y avait rien. Par contre, c'était une crise économique grave et les gens ont été prêts de vendre tous ces petits papiers pour un peu de monnaie pour acheter, je ne sais pas, 1 kilo de pommes de terre pour nourrir la famille. Et c'est comme ça a commencé. Il y avait des gens plus vite ou plus rusés, peut-être comme les autres, surtout les anciens fonctionnaires du Parti communiste ou les dirigeants rouges, comme on les appelle. C'était les dirigeants des usines qui ont compris que ça leur donne une possibilité de gagner le contrôle sur tous ces fonds qui étaient à personne à l'époque. Donc ils ont commencé à ramasser, de racheter, de rassembler tous ces coupons. Et puis on a établi le contrôle sur des différents fonds, des différentes usines, mines, un peu tout dans le pays. Et c'était les années très sombres, quand il y avait beaucoup de partage et repartage de ces biens. C'est là où les criminels ont rejoint cet jeu et il y avait des guerres entre ces oligarques émergents et parfois il y avait des meurtres. Vous dites des criminels, c'était
Au départ, c'était quoi ces gens? C'était des gens de l'ancien régime? C'était des gens qui avaient du Non, pouvoir? c'est les gangsters qui vont Les tuer gangsters. quelqu'un pour, par exemple, un oligarque veut des fonds de l'autre oligarque. Ils se disputent pas. Et puis, par exemple, l'un des oligarques, peut-être un apparatchik, une personne officielle, ils peuvent demander que la police commence un cas criminel contre cette autre personne. Ils lui mettent dans les prisons pour une allégation complètement inventée. Et on le garde là-bas s'il ne signe pas le papier transférant tous ses biens à un autre oligarque. Et ça suppose que la police a corrompu aussi. Bah, bien sûr, parce que c'est une partie du système à l'époque, et maintenant, parfois, on peut dire. Donc ça, c'était vraiment des temps très, très sombres quand il y avait beaucoup... Personne ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Toutes les personnes normales, disons, qui travaillaient dans ces usines et partout. Et derrière, il y avait ces procès qui, à la fin de cette transition, ont donné à une dizaine de personnes le contrôle à peu près sur tous les moyens de production dans l'industrie lourde, comme on appelle, par exemple la métallurgie, la chimie. Et après, quand on a déjà possédé tous ces moyens de production, bien sûr, on a essayé de protéger leurs intérêts. Ils ont commencé d'établir des mini-États, on peut dire. Donc, ils ont acheté des banques, ou on a créé des banques. Et puis, tous les oligarques ont leur propre chaîne de télé. Puis après, ils ont entré dans la vie politique. Il y avait des oligarques qui ont devenu les membres du Parlement, par exemple. Mais c'est plus commun après, c'est devenu plus commun pour les oligarques de créer leur propre parti et d'acheter des places dans le Parlement. Donc comme ça, ils contrôlent tout le système et par exemple, le Parlement vont voter les subventions qu'ils donnent à eux-mêmes. Et comme ça, ils ont un système où ils peuvent profiter de cette rente quand ils possèdent déjà toutes les usines qui étaient avant à tout le monde, maintenant c'est à eux. Maintenant, ils aussi profitent des ressources pas chères parce qu'ils sont subventionnés. Par exemple, le gaz russe et les oligarques russes et ukrainiens ont été mélangés et ils profitaient de l'un de l'autre. Donc, on arrivait à une situation qui est très confortable pour les oligarques. Il ne faut pas faire grand-chose, on n'investit pas. Ils ne veulent pas surtout de la concurrence. Ils ne veulent pas l'investisseur étranger parce qu'ils sont assez confortables dans ce milieu. Donc, l'économie ne peut pas développer comme ça. Il y avait de stagnation, toutes ces usines, ils sont un tout petit peu modernisés, mais pas effectivement en grande échelle. En même temps, il y avait d'autres secteurs qui n'étaient pas sur le contrôle des oligarques, par exemple l'agriculture. Il y avait quand même des petits oligarques, on peut dire, pas des grands oligarques parce qu'il y a beaucoup de différents oligarques aussi. Ou par exemple la technologie, information. Et maintenant, ou par exemple les commerces, les grandes surfaces, des choses comme ça. Et ça, c'est les secteurs d'économie ukrainienne qui ont développé énormément récemment. Il y avait un vrai boom économique parce qu'il n'y avait pas ce contrôle des oligarques. Il y a peut-être un petit tâche positif de ce système de contrôle des oligarques en Ukraine parce qu'il y a plusieurs oligarques. Il y a une dizaine de grands oligarques et puis tous ces autres moyens et petits oligarques. Et
il ne voulait jamais avoir un super oligarque ou un État fort, une personne forte contre eux, qui est un vrai contraste avec la Russie. Aussi, le KGB n'était pas très fort en Ukraine, ils sont tous occupés, on était tous occupés avec commerce, donc on a oublié leur propre métier, heureusement. Et donc, quand l'un de nos anciens présidents, Yanukovych, a essayé inspiré peut-être par le régime Poutine, il a essayé d'installer le même modèle en Ukraine et contrôler à peu près toute l'économie. Ça, bon, il n'était pas si intelligent comme les moscovites peut-être, et le système n'était pas, l'État n'était pas si fort, mais ça n'a pas marché. D'abord parce que c'est les gens ukrainiens qui n'acceptent pas cette manière d'un contrôle d'une personne, mais aussi les oligarques, on était contre ça. Donc il était renvoyé. Renvoyé. Il est maintenant en Russie, quelque part. Donc ça n'a pas marché. Donc juste avant la guerre, on est arrivé à cette situation où les oligarques ont un contrôle d'une grande partie de l'économie. L'économie ne développe pas parce qu'ils ne veulent pas ça. Il y a quelques secteurs qui développent. Et la guerre est arrivée en 2014. On disait, quand on l'a préparé, on disait que la guerre actuellement a redistribué un peu les cartes et a remis un peu les choses en ordre par rapport à ces oligarques qui ont beaucoup moins de pouvoir qu'avant. Ou est-ce que c'est pareil? Ou est-ce qu'ils jouent encore ce jeu de la corruption? Oui, ça a changé, bien sûr, mais ce n'est pas encore mis en ordre. Comme j'ai expliqué, ils sont devenus riches parce qu'ils ont pris le contrôle de tous les moyens de production. Et c'est physique. Toutes ces choses sont physiques. Et il y a beaucoup d'usines qui ont situé dans le parti de l'Est d'Ukraine. Donbass qui est aujourd'hui occupé Donbass, mais aussi Lugansk, Kharkiv, un peu partout. Donc, beaucoup de ces fonds ont été physiquement détruits, comme par exemple le plus grand usine de sidérurgie comment ça s'appelle, Azovstal, à Mariupol, c'était physiquement détruit. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont détruit. Par exemple, les Russes ont visé le système énergétique d'Ukraine. Ça appartient aussi aux oligarques. La distribution énergétique, c'est aussi partagé entre les oligarques. Donc, beaucoup de choses ont physiquement détruit. Ils ont perdu les ressources pas chères, comme le gaz russe, par exemple. Donc, il faut changer quelque chose. Et puis, pendant la guerre actuelle, pendant la phase actuelle oui, de il cette faut guerre, toujours se souvenir que pour les Ukrainiens, la guerre commence en 2014. avec la Crimée. C'est son niveau qui a augmenté il y a un an. Mais récemment, il y a un an, quand cette partie de la guerre a commencé, c'était décidé de rejoindre rassembler toutes les chaînes de télévision dans une seule moyenne, dans une autre structure. Donc les oligarques ont perdu un peu cette possibilité médiatique. Et puis, avec un immense une vague patriotique, bien sûr. C'est pas acceptable de jouer tous ces jeux politiques très sales qu'on a toujours vus. Zelensky, là-dedans, il était où? Maintenant, on sait que c'est devenu un héros mondial, mais est-ce qu'à l'époque, quand il a pris le pouvoir, est-ce qu'il était lié aussi à ces gens-là, à ces oligarques, ou pas du tout? Oui, bien sûr, tout le monde connaissait qu'il était financé par un de ces oligarques, Kolomoïski. Mais dans quel intérêt? Pour faire quoi?
Bien sûr que Kolomoïski voulait son président. De chaque oligarque veut son président ou son ministre, son je ne sais pas qui. Mais je ne sais pas vraiment, je ne sais pas comment c'est marché, comment c'est retourné comme ça. Mais en fait, il y a maintenant Kolomoïski est dans une situation assez difficile. Bon, elle habite à Israël, elle est citoyenne d'Israël, mais récemment elle était à Kiev et son appartement il était searched. Il y a eu une perquisition. Oui. Puis sur la pression de Fonds monétaire international, on a privatisé son banque, qui est le plus grand banque en Ukraine, et qui était utilisé par cet oligarque pour siphonner une immense quantité de l'argent d'Ukraine, du budget d'Ukraine directement à son compte. Donc cette guerre a commencé un tout petit peu par Zelensky et son entourage contre cet oligarque. C'est intéressant parce qu'il y a d'autres oligarques, donc on regarde toujours et on pense qu'est-ce que ça va passer maintenant, qui est derrière tout ça. Mais je crois que c'est le moment aussi de parler un peu de corruption en Ukraine plus général et de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut réduire ça.